Cette nuit-là, au Sahel, une annonce tardive a projeté 15 millions de bananiers comme rupture immédiate avec des décennies de pénurie alimentaire collective et mesurable progressivement. Dans un pays sec et dépendant, la promesse juxtapose limites climatiques, doutes extérieurs persistants et un espoir local né d'actions déjà visibles dans les villages sahéliens. Que change vraiment cette trajectoire pour les familles rurales et pourquoi l'engagement porté par Ibrahim Traoré mérite-t-il d'être observé maintenant face aux contraintes actuelles? Ici, une autre lecture du futur commence à prendre forme concrète sous pression climatique constante. Ce programme agricole ne se limite pas à une annonce spectaculaire. Il promet une lecture différente de la sécurité alimentaire dans un pays habitué à gérer l'urgence plutôt que la projection. L'enjeu ici est de comprendre en quoi cette initiative peut créer stabilité locale durable. À travers ce projet, le Burkina Faso teste sa capacité à transformer une contrainte chronique, la rareté de l'eau, en un levier d'organisation collective fondé sur l'apprentissage progressif et la discipline communautaire. L'intérêt de suivre cette trajectoire réside dans ses conséquences concrètes. Si l'expérience échoue, elle confirmera les limites structurelles souvent évoquées par les observateurs internationaux. Si elle progresse, même lentement, elle offrira un précédent, celui d'un pays sahélien capable d'amorcer une transition agricole sans infrastructures lourdes initiales. La promesse centrale n'est donc pas uniquement agricole. Elle touche à la confiance sociale, à la capacité de coordination entre villages et à la possibilité de réduire une dépendance extérieure ancienne. Dans ce cadre, l'initiative associée à Ibrahim Traoré devient un test à haute valeur symbolique autant qu'économique. En quelques semaines, plus de 20 villages se sont engagés, transformant une annonce nocturne en une réalité observable sur le terrain. Ce basculement initial, mesuré par la participation locale plutôt que par des rendements, a surpris les observateurs les plus prudents. Ce chiffre reste modeste à l'échelle nationale, mais il marque une rupture nette. Le projet n'est plus un simple discours politique, il devient une expérience collective en cours. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif affiché de planter 15 millions de bananiers a servi de catalyseur, non comme une promesse immédiatement atteignable, mais comme un horizon commun autour duquel s'organisent des actions concrètes. Le contexte explique la portée de ce mouvement. Depuis des décennies, le Burkina Faso affronte des sols appauvris, des nappes phréatiques fragiles et des saisons des pluies trop courtes pour soutenir des cultures exigeantes. Dans le Sahel burkinabé, chaque cycle agricole repose sur un équilibre instable entre chaleur extrême, vent sec et précipitations irrégulières. Cette réalité a longtemps nourri une dépendance structurelle à l'aide extérieure et aux importations alimentaires. Lorsque le programme a été annoncé, de nombreux experts étrangers ont immédiatement souligné l'inadéquation apparente entre le bananier, culture gourmande en eau, et cet environnement hostile. Leur lecture s'appuyait sur des précédents d'échecs agricoles et sur l'absence d'infrastructures hydrauliques modernes à grande échelle. Pourtant, sur le terrain, un autre récit a commencé à s'imposer. Dans les villages participants, l'annonce a été perçue moins comme une garantie de succès que comme une permission d'essayer autrement. Des jeunes ont défriché des terres abandonnées, des agriculteurs expérimentés ont partagé des gestes simples pour limiter l'évaporation, et des groupes ont improvisé des espaces d'échange techniques. Chaque plan mis en terre est ainsi devenu un indicateur symbolique, non pas de réussite immédiate, mais de volonté d'apprentissage. C'est dans cet écart entre scepticisme externe et mobilisation interne que se situe le cœur du projet porté par Ibrahim Traoré. La question n'est plus seulement de savoir si l'objectif final sera atteint, mais jusqu'où cette dynamique collective peut aller avant de se heurter à ses limites structurelles. Dans cette phase initiale, le projet a pris un visage humain grâce à quelques figures locales devenues des points d'ancrage. Leur rôle n'était ni officiel ni planifié, mais décisif pour traduire une ambition nationale en gestes compréhensibles. Ces acteurs ont servi de relais entre l'idée abstraite et le travail quotidien, donnant au programme une crédibilité immédiate sur le terrain. Près de Kaya,
un ancien agriculteur reconnu pour sa capacité à maintenir des cultures vivantes malgré les vents secs, a émergé comme formateur informel. Il montrait comment orienter les jeunes plants pour réduire l'exposition au sable, creuser des rigoles simples afin de retenir l'humidité et observer les premières feuilles pour détecter les signes de stress hydrique. Autour de lui, des volontaires observaient, reproduisaient, puis transmettaient ces pratiques à d'autres parcelles voisines. Plus au nord, dans une commune proche d'Ouahigouya, un collectif de femmes habituées aux jardins maraîchers a proposé une autre approche. Elles ont organisé les parcelles en blocs collaboratifs, réparti les tâches quotidiennes et tenu un registre sommaire des plants survivants. Cette méthode, encore artisanale, a rapidement circulé entre villages, non par des directives officielles, mais par imitation directe et échange informel. Ces premières initiatives ont produit des effets précoces. Les villages n'attendaient plus des consignes descendantes, ils adaptaient, testaient et corrigeaient selon leurs ressources. Cette autonomie naissante a modifié la perception du projet. Il n'était plus perçu comme une promesse lointaine, mais comme un processus vivant, perfectible et partagé. Et l'on comprend alors que l'appropriation locale transforme une ambition fragile en dynamique durable. Au départ, l'activation du programme s'est faite dans un climat d'urgence maîtrisé. Les jours suivant l'annonce, les équipes locales ont commencé à préparer les parcelles sans attendre de cadre formel. Des fosses ont été creusées, des rangées tracées, des zones d'arrosage rudimentaires marquées à même le sol. Tout avançait rapidement, porté par l'idée que chaque heure comptait avant l'arrivée de la saison sèche. Les outils circulaient de main en main, les consignes étaient brèves et les anciens validaient les alignements pendant que les plus jeunes exécutaient. Cette première phase a donné une impression de montée en puissance. Dans plusieurs villages, l'effervescence collective a créé un sentiment rare, celui de participer à une expérience nationale concrète. Les plants étaient encore fragiles, mais leur simple présence dans le sol matérialisait une rupture avec l'attentisme passé. Sous l'impulsion symbolique d'Ibrahim Traoré, l'objectif lointain des 15 millions de bananiers agissait comme un moteur psychologique plus que comme un calendrier strict, puis est survenue la bascule. Quelques semaines après les premières plantations, la sécheresse s'est installée plus tôt que prévu. En l'espace de quelques heures, les feuilles des jeunes bananiers se sont recroquevillées. Les rigoles, pourtant creusées avec soin, n'ont pas suffi à retenir l'humidité. Dans plusieurs localités, des dizaines de plants ont jauni simultanément, donnant l'impression d'un échec brutal et prématuré. La cadence s'est ralentie, les discussions sont devenues plus lourdes et le doute s'est installé. Le point de tension maximale est apparu lorsque des rumeurs d'abandon ont commencé à circuler. Sur certaines parcelles, des réunions improvisées se sont tenues pour décider s'il fallait continuer à investir du temps dans un programme déjà fragilisé. Les critiques internationales, relayées par les radios locales, ont renforcé cette pression en qualifiant l'initiative d'irréaliste dans un contexte sahélien instable. Et l'enchaînement devient clair, avec des pertes visibles, des discours sceptiques et une fatigue morale. Pourtant, le mouvement ne s'est pas effondré. Dans plusieurs villages, des groupes restreints ont choisi de poursuivre malgré l'épuisement. Ils ont installé des brise-vents de fortune, testé différentes profondeurs de plantation et protégé les plants survivants avec des matériaux disponibles. Ces gestes, discrets mais répétés, n'ont pas inversé immédiatement la tendance, mais ils ont freiné la spirale de découragement. Certains plants résistaient mieux que prévu, révélant des différences liées aux choix locaux. À partir de là, la séquence a changé de nature. Le projet est entré dans une phase de réorganisation. Les villages ont commencé à comparer leurs échecs, à identifier les sols légèrement plus humides et à échanger leurs observations. Ce qui fonctionnait dans une commune était rapidement transmis à une autre, parfois par de simples visites ou des notes manuscrites. La dynamique n'était plus celle de l'élan initial, mais celle d'un ajustement collectif face à la réalité. Cette transition marque la fin de l'illusion d'une progression linéaire. Elle ouvre une étape plus lente, plus analytique, où chaque revers devient une information exploitable. Le programme, soutenu politiquement par Ibrahim Traoré, a ainsi quitté le registre du symbole pour entrer dans celui de l'expérimentation prolongée, avec ses coûts, ses résistances et ses apprentissages. Le point de départ est brutal et chiffré. Dans plusieurs villages du Nord, environ la moitié des jeunes plants
installés lors de la première phase ont flétri presque simultanément après quelques semaines. Cette base très basse illustre une réalité simple. Sans modification des pratiques, le programme ne pouvait pas dépasser le stade expérimental. La perte massive n'était pas un accident isolé, mais un signal structurel lié à l'évaporation rapide et à l'exposition directe au vent sec. Ce premier indicateur a servi de référence commune. Il a permis aux équipes locales de comparer leur situation sans ambiguïté et de reconnaître l'ampleur du problème. La mortalité proche de 50% n'exprimait pas seulement une fragilité biologique. Elle révélait l'insuffisance des méthodes initiales face à un climat imprévisible. À ce stade, l'objectif n'était plus de planter davantage, mais de comprendre pourquoi certains plants survivaient là où d'autres disparaissaient. Le second indicateur apparaît après l'introduction ciblée de l'irrigation goutte à goutte alimentée par des systèmes solaires. Les parcelles équipées en priorité ont enregistré une baisse visible des pertes, ramenant la mortalité des plants à un niveau nettement inférieur à celui observé lors des premières semaines. La différence ne tient pas à un miracle technique, mais à un contrôle plus précis de l'humidité, capable de compenser partiellement l'irrégularité des pluies et les pics de chaleur. Cette évolution a changé la perception du projet. Le contraste entre les parcelles non équipées et celles disposant d'un arrosage maîtrisé a offert une lecture comparative immédiate. Là où les feuilles restaient recroquevillées, la stagnation dominait. Là où l'apport d'eau était régulier, une reprise lente mais visible s'installait. Pour les communautés, ce delta constituait une preuve concrète que l'ajustement des méthodes pouvait infléchir une trajectoire jugée perdue. Un troisième indicateur est venu compléter cette lecture. Dans les zones où les villageois ont creusé des trous de plantation plus profonds, capables de retenir davantage d'eau, les plants ont montré un feuillage plus vert et une résistance accrue aux journées les plus chaudes. Cette adaptation peu coûteuse et reproductible a mis en évidence un levier décisif, la gestion fine de l'humidité du sol. Elle ne nécessitait pas d'infrastructures lourdes, mais une organisation collective rigoureuse pour maintenir la régularité des apports. À partir de ces trois mesures, perte initiale élevée, réduction de la mortalité grâce à l'irrigation solaire, amélioration liée à la profondeur de plantation, les villages ont commencé à structurer une méthode commune. Des tableaux rudimentaires ont été tenus chaque semaine pour noter l'état des feuilles, la couleur des tiges et la vitesse de reprise après les pluies éparses. Cette documentation, encore imparfaite, a permis d'objectiver les discussions et de hiérarchiser les pratiques efficaces. L'intérêt de ces chiffres réside moins dans leur précision absolue que dans leur fonction. Ils ont servi de boussole collective, transformant des impressions diffuses en repères partagés. Sous l'impulsion politique d'Ibrahim Traoré, cette lecture quantitative a renforcé un message central. Le projet ne progresse pas par déclaration, mais par écart mesurable entre ce qui échoue et ce qui fonctionne. C'est là que la dynamique change. Le programme ne se définit plus par l'ampleur de son objectif final, mais par sa capacité à passer d'une base très faible à une amélioration observable. Cette transition, fragile mais réelle, ouvre la voie à une stabilisation progressive, condition indispensable avant toute extension à plus grande échelle. Deux interprétations opposées du programme se sont imposées au fil des mois. La première, largement relayée par des experts étrangers, affirme que l'initiative ne pourra jamais atteindre un seuil de viabilité. Selon cette lecture, la combinaison d'un sol appauvri, d'une saison sèche prolongée et d'un manque d'infrastructures hydrauliques condamne toute tentative de culture intensive du bananier au Sahel. Chaque plan perdu lors des premières semaines est alors perçu comme une confirmation supplémentaire de cette fragilité structurelle. Un second argument renforce cette critique. Les observateurs sceptiques soulignent l'écart entre l'ambition affichée et les capacités logistiques du pays. Ils rappellent que des projets agricoles passés, pourtant moins exigeants, ont échoué malgré des financements extérieurs importants. Dans ce cadre, l'objectif des 15 millions de bananiers apparaît comme un symbole politique déconnecté des contraintes matérielles, exposant les communautés à un risque de découragement collectif. Face à cette lecture, une réponse s'est construite sur le terrain. Pour les habitants impliqués, les pertes initiales ne prouvent pas l'impossibilité du projet, mais la nécessité d'un apprentissage progressif.
Leur raisonnement repose sur l'observation directe. Là où des ajustements techniques ont été introduits, la trajectoire s'est infléchie. Irrigation solaire ciblée, profondeur de plantation accrue et protection contre le vent ont produit des effets visibles, même limités. La contre-argumentation s'appuie également sur un facteur souvent absent des analyses externes, la mobilisation sociale. La coordination entre villages, la transmission rapide des pratiques efficaces et l'engagement quotidien des habitants ont créé une capacité d'adaptation que les modèles strictement techniques ne mesurent pas. Cette dynamique n'annule pas les contraintes climatiques, mais elle en modifie l'impact. La réalité se situe donc dans une zone intermédiaire. Le programme n'est ni condamné d'avance, ni assuré de réussir. Il progresse dans un espace où les limites environnementales rencontrent une capacité collective à apprendre et à corriger. Dans cette tension, soutenue politiquement par Ibrahim Traoré, la question centrale devient moins celle de la faisabilité absolue que celle de la persistance face au revers. Au cœur de la saison sèche, alors que l'épuisement gagnait plusieurs villages, un tournant discret a modifié l'allure du programme, une série d'ajustements coordonnés. L'introduction plus systématique de l'irrigation goutte à goutte, alimentée par l'énergie solaire, a commencé à produire des effets visibles. Le feuillage des plants restants est redevenu plus souple, la coloration plus vive, et la résistance aux journées brûlantes s'est améliorée sans rupture spectaculaire. Cette amélioration, ça n'a pas effacé les pertes précédentes, mais elle a rompu une dynamique négative. Pour la première fois depuis le choc initial, les habitants ont perçu une continuité possible entre effort et résultat. Là où les semaines précédentes étaient dominées par l'incertitude, une trajectoire plus stable s'est esquissée, même limitée à certaines parcelles pilotes. Ce moment marque le véritable milieu du récit. Le projet cesse d'être évalué uniquement à l'aune de son objectif final pour être jugé sur sa capacité d'adaptation. Les techniques simples, trous de plantation plus profonds, brise-vent improvisés, arrosage maîtrisé, ne sont plus des essais isolés, mais des composantes d'une méthode émergente. Cette recomposition lente a transformé la motivation des équipes, désormais concentrée sur la consolidation plutôt que sur l'expansion immédiate. Dans ce contexte, les prises de parole d'Ibrahim Traoré ont accompagné la bascule. Elles ont insisté sur la discipline collective et la patience plutôt que sur la vitesse, renforçant l'idée que la transformation se joue dans la durée. Le projet entre ainsi dans une phase nouvelle, moins spectaculaire mais plus décisive pour son avenir. Les effets du programme se lisent désormais à travers plusieurs groupes, chacun touché selon une logique distincte. Pour les autorités locales, d'abord, l'impact est organisationnel. Les communes engagées ont dû structurer des routines nouvelles, relevé régulier de l'état des plans, réunions intervillages, partage des techniques efficaces. Cette discipline minimale a modifié la manière de gérer l'eau et les sols. Sans infrastructures lourdes, une culture de planification a émergé, créant des repères là où dominaient auparavant des réponses improvisées aux crises climatiques. Du côté des activités économiques locales, les retombées sont plus progressives mais visibles. Les coopératives, en particulier celles animées par des groupes de femmes, ont commencé à transformer les bananes issues des plants les plus robustes en produits à valeur ajoutée destinés au marché de proximité. Même à petite échelle, cette diversification a généré des revenus complémentaires et renforcé des compétences organisationnelles. Ces micro-chaînes de transformation ont montré qu'une stabilité relative pouvait apparaître avant même une production abondante. Pour les habitants des zones rurales, l'effet principal est psychologique autant que matériel. Voir des plants résister après des semaines de sécheresse a introduit une forme de stabilité émotionnelle. Les familles ne parlent pas encore de sécurité alimentaire assurée, mais d'une réduction de l'incertitude. La perspective de récolte partielle, même modeste, a atténué la dépendance immédiate aux achats extérieurs et encouragé des réseaux d'entraide pour maintenir les parcelles les plus fragiles. Les jeunes constituent un troisième groupe clé. Leur implication dans les formations et les expérimentations techniques a redéfini leur rôle social. Les anciens transmettent des savoirs d'adaptation, tandis que les plus jeunes testent des solutions inspirées des dispositifs solaires et des ajustements locaux. Cette complémentarité a transformé certains villages en laboratoires à ciel ouvert. Pour beaucoup, participer au programme
offre une alternative crédible au départ vers les villes ou l'étranger. Enfin, à l'échelle régionale, le projet commence à modifier les perceptions. Dans un Sahel souvent résumé à l'aide d'urgence, l'expérience burkinabé introduit l'idée qu'une adaptation graduelle peut produire des résultats observables. Cette lecture reste prudente, mais elle alimente des échanges entre communes voisines et attire l'attention d'acteurs institutionnels intéressés par des modèles reproductibles. Ces conséquences, encore fragiles, convergent vers un même point. Le programme génère des effets avant d'atteindre sa maturité. Les résultats ne sont ni uniformes ni garantis, mais ils dessinent une trajectoire crédible. Soutenue politiquement par Ibrahim Traoré, cette dynamique montre que la transformation ne dépend pas seulement d'un objectif chiffré, mais de la capacité à créer des bénéfices tangibles pour des groupes différents au même moment. 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir à partir des tendances déjà observées sur le terrain. Elles ne décrivent pas des prédictions, mais des cadres de lecture utiles pour orienter les décisions locales. Le point commun reste la dépendance à un facteur central, la continuité de l'effort collectif face aux aléas climatiques. Dans le scénario de base, les techniques actuelles sont maintenues sans accélération majeure. L'irrigation solaire fonctionne de manière inégale, mais suffisante pour préserver une partie des parcelles existantes. Les plants gagnent lentement en robustesse, tout en restant vulnérables aux pics de chaleur et aux pluies erratiques. Les villages stabilisent une production limitée, assez pour entretenir la motivation et consolider les coopératives locales, sans toutefois changer d'échelle rapidement. Un scénario plus favorable repose sur une diffusion accélérée des pratiques efficaces, les formations se multiplient, la maintenance des dispositifs d'irrigation devient plus régulière, et les échanges intervillages s'intensifient. Les plants affichent alors une croissance plus homogène et les récoltes partielles se répètent sur plusieurs zones. Dans cette configuration, le programme pourrait passer d'une phase expérimentale à un modèle reproductible capable d'attirer des partenariats régionaux prudents mais concrets. Le scénario défavorable reste lié au climat. Une sécheresse prolongée ou des vents secs répétés pourraient annuler une partie des gains récents. Les plants les plus jeunes seraient touchés en priorité, fragilisant les parcelles déjà instables. Si la fatigue sociale s'installe, les ressources humaines indispensables à la maintenance pourraient se disperser. Le projet entrerait alors dans une phase de ralentissement marqué, nécessitant un recentrage sur quelques zones plus résilientes. Ces 3 cadres invitent à une même recommandation de fond. Si les communautés parviennent à préserver la cohérence de ce qu'elles ont déjà construit, même des progrès modestes peuvent s'additionner. Dans le contexte porté par Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de viser l'optimisme maximal, mais de réduire le risque de rupture en consolidant chaque étape avant la suivante. À ce stade, le programme cesse d'être un objet d'analyse lointain pour devenir un miroir de situations vécues ailleurs. Pour les familles rurales, la présence de plants plus résistants crée une stabilité émotionnelle nouvelle. Elle ne garantit pas l'abondance, mais elle réduit l'angoisse cyclique liée aux pénuries. La possibilité de récolte partielle, même irrégulière, agit comme un point d'ancrage dans un environnement où l'incertitude dominait chaque saison. Pour les jeunes, l'expérience prend une autre dimension. Les formations courtes, l'observation des essais d'irrigation solaire et la participation aux ajustements quotidiens transforment leur place au sein des communautés. Ils acquièrent des compétences pratiques, mais aussi un rôle reconnu dans la prise de décision locale. Cette responsabilisation modifie les trajectoires individuelles. Rester au village devient une option crédible, non plus un choix par défaut. Les groupes féminins perçoivent également un déplacement concret. Déjà impliquées dans des activités agricoles complémentaires, elles voient dans la stabilisation progressive du projet une opportunité d'élargir leur capacité de transformation et de gestion. La perspective d'un revenu régulier, même limité, renforce leur autonomie économique et leur influence dans l'organisation communautaire. Ce changement, discret, redéfinit peu à peu l'équilibre des responsabilités locales. Pour le spectateur extérieur, 2 enseignements se dégagent. Le premier concerne la puissance des gestes répétés. Des actions simples, coordonnées et maintenues dans le temps peuvent produire des effets durables, même dans un environnement hostile.
Le second rappelle que la transformation ne se mesure pas uniquement au résultat final, mais à la capacité de tenir lorsque les conditions se dégradent. Ces résonances expliquent pourquoi l'expérience burkinabé dépasse son cadre agricole. Elle interroge la manière dont des communautés transforment des contraintes en apprentissage partagé. Plus qu'un projet, elle devient une leçon sur la persistance collective face à l'adversité. La consolidation du programme repose désormais sur une organisation plus méthodique, pensée pour résister aux variations extrêmes du Sahel. L'objectif n'est plus d'étendre rapidement les parcelles, mais de sécuriser ce qui fonctionne déjà. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, plusieurs étapes complémentaires se dessinent, chacune liée à un acteur précis et à un indicateur simple. La première étape concerne les comités villageois. Ils identifient les parcelles les plus résilientes et établissent un calendrier d'entretien hebdomadaire. Chaque groupe observe l'état des feuilles, note la fréquence des arrosages et signale les signes de stress hydrique. Ce suivi léger sert de base pour ajuster les pratiques sans attendre une dégradation visible. La deuxième étape mobilise les agriculteurs expérimentés. Ils animent des sessions courtes centrées sur des gestes éprouvés. Profondeur optimale des trous de plantation, renforcement des brise-vents, usage raisonné de l'irrigation solaire. Les villages les plus avancés accueillent ces formations afin d'accélérer la diffusion des méthodes fiables. Le critère de réussite reste concret. Réduire le nombre de plants flétris durant les 10 premières semaines. La troisième étape relève des équipes techniques locales. Elles assurent la maintenance des dispositifs goutte à goutte, harmonisent les horaires d'arrosage et organisent des vérifications mensuelles. L'enjeu est d'éviter que des pannes mineures ne compromettent des parcelles entières en instaurant une responsabilité partagée. Enfin, les groupes féminins et les communes structurent les premières chaînes de transformation et de collecte. Même limité, un flux continu de produits dérivés devient un signal de stabilité économique. Ensemble, ces actions dessinent une trajectoire reproductible où la progression repose sur la rigueur collective plutôt que sur l'ampleur des moyens. Au fil des mois, un motif discret revient sans cesse, les gestes simples transmis au tout début. Ceux-là même que les anciens agriculteurs montraient pour protéger les premiers semis contre le sable et la chaleur. Ce sont ces gestes répétés et ajustés qui ont permis au programme de rester vivant lorsque les plants se fanaient les uns après les autres. Ils constituent aujourd'hui une mémoire partagée, plus forte que les chiffres ou les annonces. Dans plusieurs villages, cette continuité a changé la manière d'envisager l'avenir. Les rigoles creusées à la main, les brise-vents improvisés et les ajustements patients sont devenus des symboles d'endurance collective. Chaque plan qui tient debout rappelle que la progression n'a jamais été immédiate, mais construite par accumulation successive, correction et refus de l'abandon. Lorsque Ibrahim Traoré évoque la suite du programme, il insiste souvent sur cette filiation entre les débuts fragiles et les efforts actuels. Pour lui, comme pour les habitants, les bananiers survivants ne représentent pas seulement une réussite agricole partielle. Ils témoignent d'une capacité à persévérer malgré un environnement réputé implacable. Cette histoire n'est donc pas celle d'un succès achevé. Elle est celle d'un apprentissage en cours, porté par une volonté collective qui a accepté la lenteur et l'incertitude comme condition du changement. Et, comme un point d'ancrage, une phrase s'impose. La transformation commence quand la persévérance devient une habitude. Une habitude. Au terme de ce parcours, le projet dépasse largement la question d'une culture agricole spécifique. Il interroge la capacité d'une société à s'appuyer sur ses propres forces pour construire une stabilité progressive, malgré des contraintes réputées insurmontables. Dans les villages du Sahel, les bananiers encore jeunes projettent désormais une ombre nouvelle sur des terres longtemps associées à l'incertitude et à l'urgence. Cette évolution invite à regarder autrement les transformations lentes. Elle rappelle que le changement ne se manifeste pas toujours par des ruptures spectaculaires, mais par l'addition de décisions modestes, prises collectivement et maintenues dans le temps. Sous le regard politique d'Ibrahim Traoré, cette dynamique pose une question plus large que le cas burkinabé. Comment mesurer la réussite lorsqu'un projet se construit pas à pas entre essai, correction et persévérance ? Pour le lecteur comme pour l'observateur extérieur,
L'enjeu devient alors réflexif. Que peut-on apprendre de communautés qui choisissent de rester engagées lorsque les résultats tardent? Et comment ces expériences locales peuvent-elles nourrir d'autres contextes confrontés à des défis similaires de ressources, de climat ou de cohésion sociale? La réponse n'est pas figée. Elle se construit dans le dialogue, l'observation et le partage d'expériences. C'est précisément cet échange ouvert qui prolonge le sens du projet au-delà de ses frontières immédiates.